Bien, avant de donner la parole à nos invités d'honneur, le directeur régional de la Directe, Laurent Neyer, voulait nous dire un petit mot, lui qui est sur le terrain et qui voit exactement ce qui se passe avec les entreprises, puisque la Directe, il gère l'emploi, la formation, et ils ont des inspecteurs du travail qui viennent vous aider aussi pour essayer de faire plus de dialogue social aussi dans vos entreprises. Est-ce que Laurent est avec nous? Ah, génial, c'est magique. Oui, Bonjour bonjour à Laurent. toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, parfait, on vous entend super bien. Bon, Est-ce que vous avez entendu mon lancement ou pas du tout? ouais, j'ai entendu le lancement, effectivement. Je Ça vous en va? remercie. Alors, par contre, j'ai un petit écho dans mes écouteurs, donc je vais carrément enlever les écouteurs et je vais vous en parler. Ok, super. Bon. En tout cas, merci de me donner l'occasion de pouvoir être là parmi vous. Malheureusement, j'ai pas pu me déplacer. C'était un peu compliqué dans le contexte actuel. Mais j'en ai jamais raté beaucoup, voire même ça fait plein d'années que je viens systématiquement au trophée parce que pour moi la RSE c'est quelque chose qui compte. Ça compte pour moi, mais ça compte aussi pour l'État et puis pour la la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Parce que voilà, dans les politiques que l'on porte pour le compte des ministères, beaucoup de ces politiques se retrouvent vraiment dans le cadre de la RSE. Alors pas mal de ces composantes, et là je vais vous donner un peu le témoignage de ce que j'ai pu rencontrer pendant cette année. Pas mal de ces composantes ont vraiment donné tout leur sens, ont porté leur sens dans le cadre de la crise. Alors c'était une crise sanitaire, économique, sociale que nous traversons encore malheureusement, dont on n'est pas encore totalement sorti. Alors, les premiers éléments, vous l'avez dit, c'est que finalement, la RSE, ça a beaucoup aidé les entreprises, en tout cas les composantes dans la RSE, à faire face à la crise, à s'adapter, à se transformer, à rebondir, quelque part, être en capacité d'encaisser la crise et de pouvoir rebondir. Premier élément, pour moi, et puis c'est un constat que j'ai pu faire avec les inspecteurs du travail qui étaient vraiment sur le terrain, et vous l'avez dit, Philippe, c'est le dialogue social en interne. Le dialogue social était primordial parce que du jour au lendemain, face à l'imprévu, les entreprises ont dû mettre en place le télétravail, mettre en place les gestes barrières, complètement mettre en place aussi, appliquer des protocoles sanitaires qui sont arrivés du jour au lendemain, revoir leur organisation, les présences, les mobilités, les horaires. Et tout ça, c'était d'autant plus facile qu'il y avait une vraie capacité dans l'entreprise à avoir un dialogue social, avoir une capacité de s'écouter et de se comprendre et de pouvoir adapter finalement leur organisation. La fluidité des relations et la RSE porte beaucoup sur cet axe-là, était indéniablement un grand plus qui a permis à ces entreprises de pouvoir s'adapter très rapidement. Un autre sens que l'on porte, c'est justement le sens, l'éthique dans les entreprises, qui est partagé par les collaborateurs. C'est en gros être la capacité de faire bloc. Mais vous l'avez vu là, on voit bien que dans ces entreprises qui reçoivent les prix, les salariés, les chefs d'entreprise sont vraiment le tour du sens. Ils font collectif. Et c'est cette implication-là, dans la crise, elle a été un facteur déterminant de pouvoir se réinventer, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir trouver également de nouveaux modèles, parce que beaucoup d'entreprises ont dû changer leur modèle dans leur relation client, d'avoir des idées et d'innover. Et ça, quand on a une entreprise qui fait corps, donc quand on a une gouvernance qui est partagée et qu'on partage, ça permet vraiment d'aller de l'avant. Ça permet aussi de se rendre compte que les entreprises ont besoin d'investir beaucoup, beaucoup dans la valeur humaine de l'entreprise, dans le capital humain, les compétences, anticiper les compétences, faire évoluer finalement la richesse qui est au cœur de leur entreprise, c'est l'humain. Et c'est aussi être en capacité de faire confiance à l'humain, aux salariés, aux gens qui sont en interne pour faire avancer l'entreprise. Donc toutes ces valeurs-là, on les porte à la Directe. Au sein des entreprises, il y a aussi l'égalité homme-femme, l'égalité professionnelle. Et je veux dire que ce qui est aussi important maintenant qu'on est entre guillemets en train de peut-être de sortir de la crise, c'est qu'on a eu un impact social extrêmement fort sur les jeunes, sur des personnes qui étaient déjà en marge, on va dire, de l'emploi. Et là, l'entreprise et surtout la RSE avec ses valeurs ont des choses à nous dire. Je pense notamment à l'entreprise inclusive. L'entreprise, là on l'a vu, vous aviez juste avant un chef d'entreprise qui promouvait finalement les apprentis, la promotion des jeunes, des apprentis, des personnes handicapées ou des gens qui sont finalement éloignés de l'emploi, ce que j'appelle moi l'entreprise inclusive, ça fait partie des valeurs aussi qui sont portées par la RSE auxquelles nous on croit et auxquelles on veut vraiment donner toute sa chance.
Dit autrement, finalement, une entreprise qui porte la RSE, c'est une entreprise qui a tous ses chakras ouverts, ses capteurs internes, ses capteurs externes, et qui est capable de s'adapter et qui est capable aussi de jouer le rôle qu'on attend d'une entreprise, c'est-à-dire servir la société, être un acteur de et un acteur dans la société. Et en cela, pour nous, c'est important d'avoir des entreprises qui se situent à ce niveau-là, et la RSE est vraiment un très très beau vecteur pour le porter. Alors peut-être juste avant de conclure, je vais vous dire qu'on a justement lancé des travaux pour essayer de faire un retour d'expérience sur la manière dont certaines entreprises ont su réagir à la crise économique, sanitaire, sociale, et essayer d'en tirer des renseignements, des enseignements pour pouvoir peut-être avoir un peu des recettes sur ce qui pourrait être des bonnes pratiques à diffuser sur ces entreprises, comment elles ont su s'adapter, comment elles ont su se réinventer. Et à ce stade-là, on se rend compte que les principes même de la RSE se retrouvent dans beaucoup des exemples que nous sommes en train de mettre en avant. Et voilà. Et donc, j'espère assez rapidement avec tous les partenaires, et puis avec vous aussi, Philippe, que nous réussirons à mettre en exergue les bienfaits finalement de la RSE, y compris lorsqu'il faut faire place et qu'on doit concrètement faire face à une crise telle que nous la rencontrons. Avec plaisir et merci d'être venu et d'avoir montré combien la RSE était importante et portée par toutes les institutions de la région PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur, mon Dieu, si on m'entend. Voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci, merci Laurent. Eh bien, tout de suite, on va passer à nos invités d'honneur. Pour ça, j'appelle Thomas Arnaud, PDG de Messence, et Gérard Gros, président des banques alimentaires des Bouches-du-Rhône et de toutes celles qui sont représentées sur la région PACA à venir me rejoindre. Allez, venez. Alors Thomas Arnaud, on va commencer avec vous, dans le sens où c'est une belle histoire. C'est-à-dire que bon, il est traiteur, il a été notre lauréat, donc c'est quelqu'un qui est toujours en train d'innover. Donc naturellement, on l'a appelé en disant, je suis sûr que dans cette crise sanitaire où les traiteurs ont perdu, je crois, 90% de leur chiffre d'affaires, il y a des choses qui sont en ébullition chez vous. Et ben voilà, vous m'avez dit, j'avais plus de travail, et donc j'ai voulu me rendre utile. Et là, j'aimerais que vous continuiez l'histoire. Effectivement, plus de travail, oui, puisque entre 80 et 90% de chiffre d'affaires perdu. Nous, on est quand même resté ouvert parce qu'on avait certains marchés où on devait répondre. Et du coup, avec l'équipe, on a décidé de se placer en disant on offre 50 repas à une maraude ou une association. Parce que dès le 16 mars, les besoins sont arrivés très grandissants, on l'a vite senti. Et nous, dans un métier alimentaire, forcément, on sait ce qui peut se passer. On a communiqué sur les réseaux sociaux et en fait la boucle est allée assez loin puisqu'on est allé jusqu'au SAMU social et à la préfecture où on a pu répondre avec un beau partenariat entre la préfecture, la banque alimentaire et nous pour répondre à un besoin de production de repas. En pic, nous on est monté à 800 repas jour. Donc en fait une entreprise, son propre, c'est de regarder le chiffre d'affaires et la marge, je crois, c'est ça. Bon ben ça on l'a abandonné, on a regardé l'humain. Moi ça m'a permis de maintenir toutes les équipes, voire même de recruter, puisqu'on a recruté 3 personnes en tout en cuisine pour pouvoir produire les repas. Sans marge, je le dis, puisque en facturation il y avait uniquement tout ce qui est le jetable, le consommable et l'humain. Mais au moins on a permis de se rendre utile à la cause, donc pour les sans-abri. Et derrière, de notre côté, nous, on a offert des repas. Donc les 50 repas, on les a offerts à l'association de Comoriens. On a offert pendant 2 semaines aussi des repas aux aides-soignantes de Saint-Joseph, l'hôpital d'Allot, les marins-pompiers d'Allot, une semaine, et 10 jours les étudiants de Saint-Jérôme. Je crois que j'ai rien oublié. Et votre entreprise, c'est combien de salariés ? En fixe, puisqu'on a beaucoup de personnes intérim, on est 9. Voilà, donc un chef d'entreprise avec 9 salariés qui à un moment en pleine crise se dit qu'est-ce que je peux faire. Voilà l'aventure qu'il a vécue, il a pu embaucher même du personnel, il a pu stabiliser son entreprise sans gagner de marge, mais continuer d'être là et malgré lui d'être sous les feux de la rampe, non pas pour montrer que c'était un chef d'entreprise pernicieux, mais un chef d'entreprise qui avait du cœur. Voilà, et c'est ce qu'on voulait montrer, que tout est possible dans des moments difficiles. Et il y a eu cette rencontre donc avec la banque alimentaire. C'est pour ça, Gérard Gros, qu'on avait envie de vous mettre en avant. En plus, on a entendu parler de vous
vous de la banque alimentaire par rapport à tout ce que vous vivez, et à toutes les situations difficiles que vous êtes en train de vivre. Et je voulais que vous nous en parliez et que vous nous disiez un mot sur la banque alimentaire et surtout vous nous expliquiez quelle était la différence entre l'avant Covid et pendant le Covid. Quelle situation vous avez vécue? Oui, ben, effectivement, pour nous, vous m'entendez, c'est bon? Effectivement, pour nous, ça a été une période tout à fait particulière. PACA, c'est quand même 350 000 personnes. Hélas, les personnes que vous ne voyez pas dans vos entreprises, les personnes qui ont faim chaque jour, et c'est à celles-ci que nous, on destine notre action sociale et notre action environnementale, puisqu'en fait, c'est les deux pieds de notre action. Les hommes, d'abord, et au moins qu'on respecte leur dignité et qu'on les nourrisse. Et puis, l'environnement aussi, puisque sur pratiquement 350 tonnes de 9 000 tonnes au total distribuées à 350 000 personnes, 9 000 tonnes, c'est 20 millions de repas. Hein. Et sur ces 20 millions de repas, 40% sont récupérés des produits qui, sans notre action, iraient en déchetterie. Donc, c'est vraiment des actions de fond et des actions fortes que nous essayons de conduire pour ces gens-là. Alors, effectivement, le Covid est passé là-dessus. Donc, avant le Covid, vous étiez à 350 000 oui. personnes auxquelles vous venez en aide. 250 000 bénéficiaires, 350 000 après. Voilà, c'est ça. 100 000 de plus. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et le 16 mars l'année dernière, il y a pratiquement un an maintenant, on a décidé que, coûte que coûte, on resterait ouvert. Parce que on savait qu'on partait sur un chemin compliqué entre la crise sanitaire et sociale et la crise économique et sociale. Et on ne savait même pas si ce chemin existait. On ne le sait toujours pas d'ailleurs. On l'espère. Mais que la réalité, elle était là et que pratiquement tous nos stocks ont fondu en 6 mois. La première période de confinement a été dramatique sur ce plan-là. Et heureusement, on a pu compter aussi sur nos 520 bénévoles qui venaient tous les jours dans les 5 banques alimentaires de la région, travailler, préparer les commandes, offrir les produits aux associations pour être distribués aux bénéficiaires. Mais c'est en moyenne 30% de plus d'activité pendant un an. Hein. Alors justement, si vous êtes aussi invité aujourd'hui, c'est que nous sommes sur un trophée RSE qui récompense des entreprises. Et des entreprises, elles sont venues en aide. Oui. Vous avez eu des actions d'entreprise. Ça a été la chose remarquable sur cette année. Qui n'arrivait pas avant. Beaucoup moins. Genre, si on estime... J'aime bien trop chiffres. Je vais vous dire clairement. Je vais vous dire clairement. Globalement, quand on parlait avant de pauvreté, je ne dis pas que tout le monde s'en foutait, c'est pas vrai. Mais bon, c'était comme ça, quoi. On parle de pauvreté en 2020, il y a immédiatement la solidarité qui répond. Ça a été vrai pour les individus, dans notre collecte, par exemple, on avait plus 20%. Ça a été vrai pour les entreprises. Il y a plus de 20 entreprises qui sont venues nous demander en disant comment on peut vous aider, vous n'avez plus de produits, ben, on va vous donner de l'argent pour acheter des produits. Il y a 3 entreprises qui ont dit on va venir vous aider à trier et à préparer les commandes. Donc vous avez reçu de l'argent d'entreprise. Vous avez reçu des salariés qui se sont impliqués avec vous pour aider. Tout à fait. Les deux se sont alliés, je veux dire, et d'autres entreprises spontanément, comme Panzani, nous ont dit vous manquez de produits, on vous envoie un camion de pâtes. Vous voyez, ce genre de comportement, Lionel Basel est venu nous aider, AG2R est venu nous aider. Il y en a beaucoup comme ça. Et donc, il y a au moins 20 entreprises qui nous ont donné de l'argent, au moins une 50aine qui nous ont aidés, soit en venant nous aider, soit en nous donnant des fonds de financement pour accompagner nos actions et couvrir aussi nos charges. Et si vous aviez une image qui vous reste d'une entreprise qui a fait quelque chose de particulier? Je pense que une image particulière, je vais penser à la G2R quand même, parce que je trouve qu'au-delà des fonds importants qu'elles ont apportés,
nous permettent, par exemple, on conduit des actions complémentaires par rapport à l'alimentation. Et on a conduit l'action d'un livret de cuisine pour les seniors. Et AG2R nous a fait réaliser, financer la totalité de ce livret parce qu'on conduit des ateliers cuisine. Ça peut être pour les seniors, ça peut être pour les bébés, ça peut être pour les diabétiques, ça peut être, et ils nous ont financé la totalité de ce livret, par exemple. Vous voyez, c'est pour eux peut-être pas grand-chose, pour nous c'est capital, c'est important. C'est l'effet colibri, une petite goutte d'eau absolument peut éteindre un incendie. Absolument. Thomas Arnaud, vous qui étiez sur le terrain, il y a encore des besoins. D'autres entreprises peuvent se joindre pour aider la cause sur la banque alimentaire. Alors, Gérard l'a pas dit, mais merci je fais Thomas. le VRP. Hein. Merci Thomas, j'allais le faire, mais tu l'as fait, c'est bien. Alors justement, la porte est ouverte. bouclons la boucle, c'est quoi les besoins aujourd'hui? Quels sont encore vos besoins? Écoutez, aujourd'hui, pratiquement, si je prends la Banque de Marseille, par exemple, on distribue 65 tonnes par semaine normalement. On est actuellement à 90. Donc vous voyez bien qu'on a besoin de tout. Les gros besoins, c'est bien sûr les conserves, c'est bien sûr les protéines. C'est difficile, vous savez, d'équilibrer des menus pour des gens. Trouver des produits frais, trouver des féculents, mais aussi trouver des protéines. Et on veut équilibrer, on veut que ces gens mangent normalement, on veut équilibrer les menus. Et donc le besoin le plus fort, c'est peut-être ça. Ok. Thomas Arnaud, vous sur le terrain, quelque chose à nous rapporter, quelque chose que vous avez vécu, qui a été fort? Pour nous, c'est peut-être malheureux de dire ça, mais la période en fait a été très forte en relations humaines, parce que ce qu'on a vécu, nous, on était tous les jours, on venait chercher nos commandes, et on avait un petit tracé où on passait à la banque alimentaire, on allait ensuite à la boulangerie, une poissonnerie nous donnait 15 kilos de poisson chaque semaine. Enfin, nous, on a connu une chaîne, j'ai 4 bénévoles qui sont venus renforcer la structure. Moi, j'en tire que du positif sur le plan humain, et avec les équipes, on est encore beaucoup plus soudés. Donc, oui, c'est malheureux à dire, mais nous, ça a bien soudé les équipes, et on a eu notre raison d'être, qui est la gastronomie au service de l'environnement, s'est concentré vraiment sur le mot service. Et je pense qu'on a fait un beau travail pendant un an, et toute l'équipe en est fière d'avoir pu œuvrer à cette belle cause et d'avoir donné, encore une fois, les gens du Petit Colibri, un petit coup de pouce. Et ce que je trouve chouette dans votre témoignage, c'est que moi, je ne suis pas forcément dans tout ça. On se dit déjà, apporter de la nourriture aux gens, c'est super, mais vous cherchez à équilibrer les repas aussi. Ça veut dire que ce n'est pas de la nourriture à tout prix, c'est aussi de leur donner, qu'ils puissent bien manger aussi, quoi. Vous savez, dans le RSE, il y a la dignité humaine. Respectons la dignité humaine. L'alimentation, c'est la base de ce respect. C'est capital. Donc, tous ceux qui peuvent nous aider, vous tous peut-être, aidez-nous. Merci. Bravo. Alors, Thomas Arnaud, un dernier mot. Je vais faire un résumé. Vous compléterez si je me suis trompé. Sa nouvelle innovation, la cantine connectée. La cantine connectée, si j'ai bien compris, une entreprise prend un distributeur de vos produits, d'accord, des produits concoctés par des agriculteurs du Luberon, des producteurs du Luberon. Les salariés viennent prendre leurs produits, ils remettent leurs plats dans ce même distributeur. Vous venez le rechercher, et tout ça pour le prix d'un ticket restaurant. Oui, c'est presque ça. Encore une fois, ça faisait un an. Ça faisait un an qu'on travaillait donc sur le socle consommateur au niveau de la RSE dans l'entreprise. Et c'était de dire qu'il y avait des besoins et des problématiques, à la fois au niveau des salariés, mais à la fois au niveau de l'entreprise. Les salariés, c'était d'avoir des offres issues des circuits courts, qu'on mange sain et équilibré. Et du côté de l'entreprise, le bien-être au travail, la qualité de vie, et là, période d'après-crise, je pense que le mot fédérer les équipes pour un manager devient très important. Et quoi de mieux que se retrouver autour d'un repas. Je pense que les distributeurs automatiques, les cantines d'entreprise sont vraiment le poumon des entreprises et les lieux de vie. Et du coup, on a sorti une offre où on réinvente le modèle de la cantine d'entreprise, c'est-à-dire que dans 2 mètres carrés, on arrive à faire déjeuner 60 personnes, où on met donc grâce à des distributeurs automatiques, mais aussi des frigos connectés ou des micro-marchés, où on arrive en fait à mettre
des offres dans des entrées, plats, desserts dans des bocaux issus des producteurs du Luberon autour d'un ticket restaurant pour que les salariés puissent se restaurer de manière équilibrée le midi. Voilà, voilà un de nos lauréats qui continue sans arrêt d'innover. Thomas Arnaud, Gérard Argot, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, on a été touché au cœur. Et ben, c'est tout naturellement que nous allons remettre le trophée RSE Coup de cœur. Et pour remettre ce trophée RSE Coup de cœur, j'appelle Lionel Fassi, qui est le responsable événementiel partenariat du groupe La Provence, à venir nous rejoindre. Et puisque je parle de la Provence, je voulais remercier tout à l'heure aussi, parce qu'on a vu Julien Rodriguez pour le partenariat, mais je voulais remercier qui est dans la salle Nathalie Caisson, qui nous a bien aidés aussi et qui est responsable des hubs RSE. Donc merci aussi. Lionel Fassi, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Un petit mot à rajouter ? Un petit mot, oui, simplement, après ce qu'a dit Julien sur le rôle de la Provence aujourd'hui dans son métier d'information, mais qui va bien au-delà, comme il l'a spécifié, cette notion, notamment pour le RSE, mais la pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution importante à ce niveau-là. Informer, c'est une chose, c'est notre métier, donc il n'y a pas de souci, quel que soit le sujet. Mais la notion de pédagogie et de partage devient un élément primordial dans le lien qu'on tisse avec nos lecteurs, puis toute autre forme de support, de médiatisation. Donc je pense qu'il y a une attitude aussi qui est importante à ce niveau-là et qui rejoint un petit peu cet esprit, je dirais, RSE, et qui est absolument nécessaire. Puis le groupe La Provence, c'est aussi une entreprise industrielle qui a pris des engagements, puisque c'est une imprimerie verte, qui recycle son encre, ses plaques, son papier. Donc je dirais que c'est la partie un peu macro RSE de l'entreprise. Et puis moi qui découvre un petit peu tout ça, en tout cas dans la relation qu'on a pu instaurer et qui est vraiment quelque chose de très très enrichissant. Et je dirais qu'il y a une partie aussi micro RSE. En fait, on s'est rassemblés parce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent là-dessus. La rédaction est le poumon, effectivement, de l'entreprise. Mais le sujet RSE, dans le cadre des hubs, dans le cadre des trophées, etc., a permis aux équipes de se rassembler autour d'un sujet en faisant émerger et en partageant aussi leurs différences. Et le RSE a généré en fait du RSE. Il a permis à tout le monde de progresser grâce à ce sujet et de se tirer un petit peu vers le haut, remettre un peu l'humain ensemble et partager des choses pour un sujet qui est vraiment très fédérateur. Alors merci pour ça, et puis merci à tous pour votre engagement et tout ce que vous faites autour de ce sujet. Et je rappelle que vous applaudissez-le bien sûr. On a tellement applaudi derrière des machines, ça fait du bien. Libérons les applaudissements. Et bien sûr, la Provence est présente pour faire un article sur nos lauréats. Et demain, il y aura, il y aura justement une couverture sur tout ce que vous faites. Voilà. Et heureusement qu'on a un média à nos côtés pour pouvoir encore donner plus d'éclairage et plus de lumière à vos actions et que notre rôle, c'est citer pour inciter, qu'un maximum d'entreprises puissent suivre vos exemplarité. Eh bien, pour remettre ce prix coup de cœur maintenant. Et juste une petite chose, et croyez-moi, une rédaction très investie sur le sujet. Eh bien, tant mieux. On va essayer de montrer ça tout au long de l'année. Donc, le prix RSE coup de cœur est attribué à. Alors, le prix trophée RSE coup de cœur est décerné à Corania. Corania, Laurent Cohen. J'appelle Laurent Cohen à venir me rejoindre. Alors, le temps que Laurent Cohen monte sur scène, nous allons voir le film. Le film de Corania. Corania, c'est pas seulement une entreprise de parfum. Cette entreprise, c'est une aventure familiale. Notre entreprise raconte une histoire et c'est une chance inouïe pour moi de perpétuer cette histoire-là et de travailler aujourd'hui avec mon père et dans le souvenir de ce qu'a pu réaliser mon grand-père pendant tant d'années. Tous les éléments de nos produits sont recyclables. Tous les éléments ont été produits localement, et notamment pour le carton et pour le papier, qui est le principal enjeu, par des forêts responsables et éco-gérées. L'aspect environnemental est un aspect très important chez Corania. Depuis toujours, nous fabriquons des produits 100% français.
La RSE telle qu'on l'exprime aujourd'hui, ce sont des valeurs qui ont toujours existé au sein de l'entreprise de manière plus ou moins formelle. Et aujourd'hui, la RSE nous permet de formaliser un certain nombre de démarches. Par exemple, nous avons à l'intérieur de l'entreprise une équipe d'ESAT, une équipe de personnes handicapées qui vient, qui nous accompagne tout au long de l'année, qui est complètement intégrée à l'équipe de Corania. En plein Covid, la seule question que je me suis posée et que se sont posées les équipes, c'est comment se rendre utile pendant cette période-là. Donc nous avons transformé nos machines. C'est une machine qui était complètement abandonnée, qu'on n'avait pas utilisée pendant plus de 3 ans et qu'on a ressorti, que Jean-Yves a brillamment remis en fonction avec Dominique pour le conditionnement du gel. 6 000 litres de gel hydroalcoolique ont été offertes à l'assistance publique de Marseille, mais également au Resto du Cœur, au Secours Populaire et à de nombreuses associations de Marseille qui aidaient les plus démunis. Et au-delà de ça, donc du gel a été vendu aux entreprises qui souffraient de pénurie de gel hydroalcoolique et on a pris la décision d'offrir 10% du chiffre d'affaires réalisé avec ce gel hydroalcoolique à la fondation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Laurent Cohen, Corania. La petite photo. Merci beaucoup. Laurent, juste pour la distanciation un petit peu plus. Voilà. Je ne bouge plus. Non, mais reculez juste un petit peu. T'es un peu trop près. Voilà, c'est parfait. Voilà, qu'on nous ne reproche rien. Vous pouviez être que notre prix coup de cœur. Voilà, quand on voit votre film, ce que vous avez fait. Donc, vous intégrez un ESAT dans votre entreprise. 9 salariés, c'est ça ? 9 salariés. Avant de commenter ça, je voudrais féliciter ceux qui ont réalisé le film parce qu'ils m'ont donné déjà beaucoup d'émotions parce qu'on a vécu cette année, c'était assez exceptionnel. Humainement, c'était extrêmement riche et c'est très bien relaté dans le petit film que je viens de voir, donc félicitations. Oui, parce que je précise que personne n'a vu les films de ce soir. C'est les L'Oréal l'année dernière qui, justement, plus nos partenaires, qui ont permis de faire ces films et de vous les offrir ce soir au lauréat, de perpétuer la coutume. Je sais pas, vous avez notre coup de cœur, donc je pense que vous savez parler avec votre cœur, donc peut-être que vous avez envie de nous dire un truc avec le cœur. Oui, j'ai plein de choses, à raconter. Ben, ce que je veux dire, c'est que Corania existe depuis 87 ans. Et depuis 87 ans, le projet, c'est d'abord un projet humain qui a été créé par mon grand-père en 1934. Et ce projet humain, je vais vous raconter une anecdote qui va un peu vous expliquer en fait l'état d'esprit dans lequel l'entreprise évolue. C'est qu'on a une collection de cartes postales au bureau. Ces cartes postales, ce sont des cartes postales qui ont été envoyées par mon grand-père entre 1950 et 1965, parce que 100% du chiffre d'affaires était réalisé à l'international, donc crée des parfums, il vendait ses créations à l'international, et à chaque fois qu'il faisait un déplacement, il envoyait une carte postale à l'équipe pour leur dire qu'il pensait à eux, que tout se passait bien, et qu'il espère que tout se passait bien à Marseille. Et c'est vraiment, ça témoigne en fait de l'attachement qu'il avait pour son équipe, et vous avez parlé de l'ESAT, ça c'est la génération d'après, c'est mon père qui a insisté, mon père et mon oncle qui ont repris l'entreprise en 1973 et qui ont insisté pour que la collaboration qu'on réalise depuis de nombreuses années avec un ESAT devienne un peu plus humaine. C'est-à-dire qu'avant, on sous-traitait un certain nombre de prestations qui étaient des prestations manuelles à des centres handicapés. Lui, il s'est dit... ce serait bien que ces personnes-là viennent intégrer notre propre équipe, rentrent dans nos ateliers, qu'il y ait des échanges avec l'équipe de Corania. Et c'est une richesse pour nous et pour eux qui, depuis quelques dizaines d'années maintenant, témoigne en fait du projet que représente Corania. Alors, on ne l'a pas dit dans le film, vous ne le dites pas non plus, vous avez fait des dons. Je crois que chaque année, vos dons dépassent ce que vous pouvez donner. Une entreprise n'a pas le droit de dépasser un certain seuil, quoi. Je crois que c'est ça. Alors, on a le droit de dépasser tous les seuils. La question, c'est une question de fiscalité. Ah, voilà. C'est vrai que pour avoir l'intérêt fiscal, il ne faut pas dépasser 5 pour 1000 de chiffre d'affaires.
Ce 5 pour 1000, et c'est pas moi qui ai mis ça en place dans l'entreprise, on l'a toujours dépassé. On ne connaît pas un seul exercice chez Corania où ce 5 pour 1000 n'a pas été dépassé. Ça fait partie des valeurs qui m'ont été transmises. Ça fait partie, vous savez, quand on reçoit et quand on voit ce qui a été fait par les générations précédentes, on a également des devoirs et on apprend énormément. Et ce 5 pour 1000 et cette année également a été une opportunité pour toute l'équipe de témoigner de l'engagement. Et oui, en effet, ce 5 pour 1000 de dons, il est dépassé chaque année. Alors justement, racontez-nous l'histoire rapidement de ce qui s'est passé avec le gel hydroalcoolique. Alors, je vous ai dit que l'entreprise Corania, c'était une entreprise qui était basée sur l'humain. On recrute des personnes, mais on recrute surtout des personnalités. Il n'y a pas une seule personne chez Corania qui n'a pas une personnalité à part. Je rappelle 47 salariés. 47 salariés, et c'est vraiment un point d'attention spécifique qu'on porte là-dessus. Quand il y a eu le 15 mars, cette crise qui nous est tombée dessus, toutes les parfumeries qui ferment dans le monde entier, il n'y avait qu'une seule volonté, c'est de se rendre utile. On est, en tant que fabricant de parfums, on stocke des milliers de litres d'alcool dans notre usine. On avait donc la capacité de fabriquer du gel hydroalcoolique. Et là, j'ai envoyé un message aux équipes. Je leur ai dit, voilà, on est en chômage partiel. J'ai pris très vite l'initiative de maintenir 100% des salaires, même à tous ceux qui étaient en chômage partiel. Je dis, vous pouvez rester chez vous, vous allez gagner votre salaire, ou alors vous pouvez venir nous aider à fabriquer du gel hydroalcoolique. Vous n'allez pas gagner plus, vous n'allez pas gagner moins, mais en tout cas, si vous venez, peut-être qu'on va vivre une aventure un peu extraordinaire. Et là, il n'y a pas une personne qui m'a dit non. Ils sont tous venus dès le 1er avril. Il y a une grande chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour nous permettre d'apprendre à fabriquer du gel hydroalcoolique. Le 1er avril, on commence à fabriquer. Le 6 avril, on livre les hôpitaux de la PHM. On fait des dons à de nombreuses associations qui nous sollicitent. Et c'est au-delà de la fabrication du gel qui a été... c'est une aventure humaine qui a été incroyable. Oui, parce que moi, ce que je voudrais que vous racontiez aussi, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous en avez vendu. Ouais. Donc vous avez gagné quand même de l'argent aussi grâce à ça. Au début, quand on l'a fait pour le donner. Donc on a donné du gel à une association. On a donné 6 000 litres de gel à des associations. De gel, ouais. Et comme on a eu un article dans ce quotidien extraordinaire qu'est la Provence, il y a des sociétés qui nous ont appelés, qui nous ont dit vous fabriquez du gel. Nous, on est en pénurie de gel, on souhaiterait bien vous acheter du gel. Et comme on n'avait pas fait au départ pour le vendre, on s'est dit, on va leur vendre. On a appelé la PHM, on leur a dit, voilà, on va vendre du gel hydroalcoolique. On veut rester dans cet état d'esprit solidaire. Et ce qu'on s'engage à faire, je veux que vous le sachiez, c'est qu'on reversera 10% de notre chiffre d'affaires à la PHM. Et là, on a commencé à fabriquer du gel. Pas assez, parce qu'on avait des demandes incroyables. On travaillait de 6h à 21h tous les jours, et ça ne suffisait pas. On a des bénévoles qui sont venus nous aider tous les week-ends, des chefs d'entreprise qui ont eu vent de notre action et qui sont venus travailler chez nous tous les week-ends. Ils sont des dizaines, on avait une liste d'attente après de bénévoles qui venaient avec leurs enfants, pour la plupart entrepreneurs, et qui venaient fabriquer du gel pendant le week-end. Et finalement, on a fait en 2 mois 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup.